Un jour d'avril 1879, au retour de sa tournée quotidienne de facteur rural, Ferdinand Cheval, alors âgé de 43 ans, bute sur une pierre si bizarre qu'elle lui rappelle un rêve qui sombrait peu à peu dans l'oubli. Un palais féerique dépassant son imagination. Inspiré par la nature qu'il traverse chaque jour, et les magazines illustrés qu'il distribue durant ses tournées de facteur, il va bâtir un palais unique au monde. Indépendant de tout courant artistique, ne relevant d'aucune technique architecturale, le palais idéal est aujourd'hui considéré comme la référence mondiale de l'art brut. Classé monument historique en 1969, il a été source d'inspiration de nombreux artistes. Patrimoine irrégulier de France est allé à la rencontre du directeur Frédéric Legros et de la médiatrice culturelle Julie Mété pour faire le point sur des questions autour de la valorisation et de la sauvegarde de ce type de création. Alors, je m'appelle Frédéric Legros, je suis directeur du Palais Idéal, du facteur Cheval. Et je suis Julie, je suis médiatrice culturelle au Palais Idéal. J'ai travaillé dans différents lieux comme le Centre d'art de l'île de Bassivière, la Monnaie de Paris, la Villa Médicis à Rome et j'ai été directeur de la Biennale d'art contemporain de Melle. Et en fait, tous ces lieux sont quand même des lieux très atypiques, particuliers. Du coup, j'ai toujours été relié dans mon expérience des expositions, expérience de l'art au lieu, à cette idée du lieu. Et quand j'ai vu que la mairie de Haute-Rive cherchait un directeur du Palais Idéal, j'ai postulé avec énormément d'enthousiasme. La grande chance du Palais Idéal du facteur Cheval, c'est d'avoir eu une succession de directeurs qui, chacun ont apporté quelque chose, ont un point de vue différent de la part de notre parcours, de la part de notre propre histoire. Et on vient apporter un regard différent. C'est vrai que moi, je me suis aussi beaucoup attaché, c'est vrai que les temps de confinement me l'ont permis aussi, mais à essayer de revenir sur les archives du Palais Idéal, voir quels artistes étaient venus, à quel moment, comment le lien qu'ils ont eu au Palais Idéal. Et effectivement, globalement, beaucoup revenir à qu'est-ce que ce lieu représente pour les artistes. Je pense que le public et le grand public ne se soucient pas de cases ou de catégorisation, ce qui sont d'abord marqués par cette œuvre du génie humain, hein, vraiment, cette aussi force de travail. Et c'est avant tout ça qui vient marquer les gens. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, au travers, depuis sa création, tous les mouvements, à un moment, se réclament ou essayent d'apparenter le Palais Idéal à leur propre mouvement. Les surréalistes font du Palais Idéal une icône de la création surréaliste. Il est classé au titre de l'art brut. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de montrer comment le palais est toujours d'une grande actualité et d'une grande actualité artistique. Et du coup, il vient parler à tous. Et on travaille énormément sur le fait de considérer le Palais Idéal véritablement comme une œuvre d'art et non pas comme effectivement une singularité touristique. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intellectualisation derrière ça, même si effectivement, comme on vient de le dire, on essaye de le repositionner dans ce sens. C'est déjà revenir à quelque chose de qu'est-ce qu'était le Palais Idéal et à quel point le facteur Cheval était un génie. Il fait des performances dans son palais. Il fait des performances en jetant des seaux d'eau et en l'animant d'eau. Il crée un toit terrasse pour que les gens aient une vue en hauteur. Il met en place une billetterie. Il y a plus d'un siècle au Palais Idéal. Si aujourd'hui les architectes ont des droits moraux ou des droits de représentation sur leur bâtiment, c'est une jurisprudence du facteur Cheval.
tout ça est quand même d'une modernité et d'un trait de génie qui est totalement incroyable pour quelque chose qui se passe à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc déjà, c'est aussi rendre visible toute cette histoire. Pour moi, déjà, le premier pas. Aussi le repositionner dans une histoire de l'art, parce que on voit que non seulement les plus grands artistes sont venus au Palais Idéal ou rendent hommage au facteur cheval, mais à chaque fois, c'est des choses qui sont importantes pour eux. Picasso, quand il vient, il crée 13 dessins en hommage au facteur cheval, mais en plus, il commence à peindre sur des cailloux. Dali commence à collectionner toutes les cartes postales du facteur cheval. Il écrit un texte sur la relation de la brouette au facteur cheval. Il imagine un film qui ne sera jamais réalisé, mais quand même. Et à partir de ce moment-là, la brouette devient un motif chez Dali. Pareil pour Simone de Beauvoir, pareil pour Marguerite Duras, pareil pour Agnès Varda qui vient tout au long de sa vie, Doisneau qui vient plusieurs reprises. C'est toujours des visites qui sont très marquantes pour les artistes. Déjà, repositionner le palais comme une figure de référence dans le champ artistique, c'est déjà tout un travail. Donc on y va progressivement. On nous dit souvent, est-ce que le facteur cheval s'est jamais considéré comme un artiste, mais est-ce qu'il avait les mots ou est-ce qu'il avait pour se considérer en tant que tel, et finalement c'est pas si important, puisque de toute façon il a produit une œuvre extraordinaire. Donc, moi, je pense que c'est une idée un peu fausse, par contre, qu'on se fait sur le passage des visiteurs. Et ça, on a pu malheureusement l'expérimenter dernièrement, puisque lors du deuxième confinement, on a été fermé pendant 7 mois. Et pendant 7 mois, on a vu qu'il y a eu autant de dégradations qui sont liées au climat, qui sont liées à la sécheresse, qui sont liées au mouvement de terrain aussi. Et même sans visiteurs, on pouvait noter ça de façon assez flagrante. Après, je reviendrai sur la restauration, mais justement à l'inverse, le facteur souhaitait faire visiter son palais depuis le début. Il accueillait tout le monde, autant les militaires que les groupes de cyclistes, que voilà. Donc ça c'était un souhait pour lui. Et justement, voir la popularité de ce lieu, c'est ça qui est assez marquant. C'est de voir comment le Palais Idéal est aussi une porte ouverte sur l'art, sur tout type d'art, et que les gens vont ensuite aller plus loin et découvrir d'autres artistes, d'autres singularités également. Mais ça n'empêche pas effectivement qu'on en prend soin. Donc on est actuellement d'ailleurs sur la rédaction d'un carnet d'entretien qui vise on a repointé toutes les restaurations qu'il y avait eu depuis 1979, et en fait on se rend compte que chaque année il y a eu des interventions et qu'il y en aura toujours, puisque soit on fige le palais, mais alors à ce moment-là il n'aura plus jamais le même aspect et plus les matériaux, mais c'est lié vraiment à ces matériaux, c'est vraiment de façon intrinsèque qu'il est obligé de subir les passages du temps. Pour autant, on essaye quand même de mettre en œuvre, là on a des sens de circulation qui sont mis en place, on a aussi des jauges qui sont mis en place visant justement à espacer les temps de visite sur toute une journée. Et effectivement, toutes les campagnes de restauration qui sont menées. Alors, maintenant, on a moins des gros chantiers de restauration, c'est plus boucher des failles, éviter que l'eau pénètre dans le bâtiment. Pour autant, on sait qu'il y en aura toujours si on veut conserver le palais dans son état originel, mais c'est-à-dire aussi avec cette fragilité mais il a été quand même très bien conçu par le facteur cheval, donc ce qui fait qu'il est encore là aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent des visiteurs en nous demandant mais pourquoi vous ne mettez pas une sorte de... Vous ne le mettez pas sous verre quelque part ou avec un toit, une toiture et tout. Alors, et c'est une question qu'on avait posée aux restaurateurs. On s'est dit, est-ce que vraiment ça pourrait permettre
de le sauver, enfin du moins de faire en sorte qu'il y ait moins de travaux de restauration sur le bâtiment. Ils ont dit mais en fait ce ne serait pas une solution non plus parce que autant la pluie, le gel peut abîmer le palais, mais s'il n'y avait absolument plus d'eau du tout non plus sur le palais, ça ne serait pas bon. Il faut que le palais y vive aussi et qu'il y ait un peu cette humidité pour qu'il reste en bon état. Donc ça ne serait pas non plus la solution adéquate pour le monument. Les fortes chaleurs actuellement par exemple nous inquiètent plus que d'autres choses. Oui. On a pu voir que les écarts de température étaient risqués pour lui, donc ça nous amène forcément à des travaux, mais pour le coup là c'est une responsabilité plus grande aussi sur le changement climatique qui ne nous appartient pas. C'est aussi un programme de restauration qui est vaste parce qu'il y a le palais, mais c'est aussi essayer de conserver son environnement, de revenir à des plantations telles qu'elles étaient à l'origine, conserver le belvédère tout autant que le banc, que les abords, puisque c'est une œuvre pour le coup totale. Déjà, il y a comment Cheval lui-même avait pensé l'expérience des visiteurs, parce que c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il pense vraiment à comment on visite son bâtiment. Des plantes exotiques, il y en avait déjà à l'époque. Là, depuis quelques temps, on essaye aussi de revenir à cette idée du potager avec des essences qui sont comestibles, de la rhubarbe ou différentes choses façade ouest. Et la végétation a forcément un impact aussi sur le bâtiment. C'est-à-dire que des plantes trop hautes qui sont plantées en abord, elles vont noircir, elles vont créer des mousses. Et donc voilà, il y a aussi tout ça à réfléchir et c'est vraiment un tout. Je pense que le film a surtout aidé à donner une idée du temps. Parce que quand on dit il l'a fait pendant 33 ans et qu'il a commencé à 43 ans, ça c'est quelque chose que dans le film les gens peuvent voir ou percevoir. Il y a aussi des aspects différents. Je pense que les gens sont maintenant beaucoup plus attachés depuis le film à la pierre d'achoppement, de quelle est cette première pierre sur laquelle il a trébuché, ou de la même façon que se rendre au tombeau, ça n'est pas juste aller se recueillir sur la tombe du facteur Cheval, mais c'est aller découvrir un autre chef-d'œuvre, et peut-être le chef-d'œuvre du facteur Cheval. Je pense qu'il y a aussi un facteur chance dans le sens où nous, on a eu la chance qu'après la mort du facteur Cheval, les petites filles s'en sont occupées, il y a eu une gérance, il a été classé monument historique. Donc c'est vrai que pour ça, le Palais Idéal était plutôt chanceux parce que ça. Puis les surréalistes qui sont venus, enfin contribuent à la notoriété du site. Certains sites n'ont pas malheureusement cette chance-là d'avoir un soutien derrière politique ou autre, ou associatif. Je sais qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai pu avoir contact puisque j'ai contribué à la réédition du guide d'itinéraire d'art singulier. En 2018, j'ai pu recontacter tous les sites qui avaient participé à ce guide. Et certaines personnes, c'est vrai que c'est des personnes plutôt âgés aujourd'hui et qui sont seuls, qui ne sont pas forcément aidés, qui n'ont même pas forcément Internet, certains. Donc c'est tout un autre univers en fait. C'est compliqué pour eux de dire que va devenir mon site une fois que je ne serai plus là. Et c'est là où est la difficulté aussi. Il faut trouver des gens derrière qui ont envie de se battre pour que leur lieu reste vivant, quoi.
fédérer 30 sites, c'est quand même pas quelque chose de facile. Tout le monde n'a pas la même approche de la chose ou n'a pas le même temps de réponse. Voilà. Donc ça a été quelque chose qui a pris beaucoup de temps et qui était très très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a des sites qui ont écoulé tout leur stock de petits guides et qui nous demandent alors est-ce que vous allez le refaire? Et là, c'est vrai que on aimerait bien aussi qu'il y ait un petit relais qui se fasse derrière, que d'autres sites puissent prendre le relais. Que les lieux s'en emparent aussi et s'en saisissent. Parce que c'est vrai que, alors on nous prend souvent comme, comme le leader de... et c'est vrai qu'en 2018, on avait encore on avait 180 000 visiteurs. En 2019, le film est sorti, on est passé à 300 000 visiteurs. Et on est toujours la toute petite équipe familiale qui n'a pas augmenté. Et du coup, nous avons un petit peu moins de temps pour pouvoir relancer cette brochure, mais on aimerait tellement que quelqu'un prenne le relais et que ça puisse continuer, parce que c'est important. Cette brochure, et en plus, on la vend énormément en boutique. Les gens sont vraiment très intéressés de voir. Ils ne savent pas qu'il y a tous ces lieux en fait en France qui existent, et si ça peut juste contribuer à les faire connaître, c'est juste génial, et peut-être à les sauvegarder aussi. Quand je suis arrivé au Palais Idéal et dans la région, je découvre ces murs en galets qui sont typiques du nord de la Drôme, ces accumulations de pierres rondes, ce qui me surprend énormément puisque normalement, pour essayer de faire des murs, on essaye plutôt de trouver des choses qui s'imbriquent et pas des formes rondes. Et ces formes rondes, ces murs de galets sont une première inspiration pour le facteur cheval, qui est aussi une accumulation de formes comme ça, rondes ou ovoïdes. Voilà. Et ça m'a fait penser très rapidement aux perles de Jean-Michel Othoniel. Et c'est en relisant sa biographie que je me revient en mémoire, on va dire, le fait qu'il est né à Saint-Étienne et que donc s'il était stéphanois, il avait dû probablement voir le Palais Idéal enfant. Alors le fait est que ça c'était juste une intuition, mais en fait non seulement il l'a vu enfant, mais il l'a beaucoup vu enfant, puisqu'il venait tous les étés dans un camping qui se trouve à 15 km d'ici et venait donc chaque année au Palais Idéal accompagné de sa mère. Et c'est pour lui le fruit de l'imaginaire. En plus, Jean-Michel Othoniel, c'est aussi quelqu'un qui a été l'élève de Clovis Prévost, pour dire à quel point c'est quelque chose d'ancré chez lui et depuis de nombreuses années. Et il a conçu un projet qui est le rêve du facteur. Et ce qui est beau aussi, c'est que concevoir des expositions dans un lieu, c'est faire que ces expositions viennent dialoguer avec le lieu, mais viennent aussi vous le raconter et apporter un nouveau regard dessus. Et effectivement, le rêve du facteur cheval, c'était que le palais soit en eau, qu'il y ait des fontaines, des cascades. Dans le seul dessin qui a été conservé du Palais Idéal, il y a cette présence de l'eau. Elle est très marquée. Le facteur rajoute des fontaines sur l'ensemble de son bâtiment. Et ça, c'est quelque chose que je pense, malgré tout, peu de personnes savent. Et bien maintenant, avec cette exposition Le rêve de l'eau, je pense que c'est beaucoup plus prégnant, puisqu'effectivement, Jean-Michel Othoniel a conçu non seulement 10 fontaines spécialement pour le palais, des fontaines qui viennent reprendre des formes du Palais Idéal, et qui viennent l'activer, de donner vie avec ce son de l'eau. Quand, entre 1905 et 1910, le facteur cheval demande à la dame qui tient la billetterie de jeter des seaux d'eau et que, de façon très éphémère, le palais s'anime entièrement de l'écoulement de l'eau, ça c'est juste quelque chose que les spectateurs du début du XXe siècle ont entendu, cet écoulement de l'eau. Nous, maintenant, on l'a aujourd'hui. Et c'est parce que le facteur n'avait pas de système hydraulique qui lui permettait de le faire de façon prégnante. Donc c'est aussi ça, le rêve de l'eau. Et il y a eu d'autres interventions à l'intérieur, comme les vitraux. Les vitraux venaient à la fois souligner la polychromie du palais. Le palais était peint à des endroits, et ça, c'est quelque chose qu'il vient souligner. Mais surtout, les deux plus grands vitraux viennent reprendre le dessin du facteur cheval.
Les deux grands vitraux, c'est l'arbre de vie et la source de la sagesse, tels que l'ont dessiné le facteur cheval, et dont la lumière vient se projeter à l'intérieur du bâtiment. Donc, je pense que Jean-Michel Ottoniel a trouvé aussi la juste mesure de comment intervenir dans le palais sans se fondre dedans, sans venir en... Il n'y a pas d'altercation entre son œuvre et celle du facteur. Une certaine distance trouvée. Et effectivement, surtout, ça revient à une histoire qui date d'il y a plus d'un siècle, puisqu'on fête les 110 ans du palais cette année.